pour que l'impunité de la terreur médiatique woke cesse. J'ai décidé de traduire en justice les auteurs de cet article. C'est pas forcément que je sois terrifié par cette vigilance inquisitoriale, c'est juste que j'ai pas envie d'assumer des idées qui ne sont pas les miennes. C'est déjà assez difficile d'assumer celles qui sont les miennes et qui parfois ne passent pas auprès de ces mêmes personnes. Je suis en train de dénoncer la censure et on me dit non, le wokisme n'existe pas. Et maintenant, arrêtez de le dire, sinon on vous censure. Un article est paru à mon propos le 13 avril dernier, il y a quelques jours, dans Libération. Si on n'a pas été, épinglé par Libération à 40 ans, puisque je viens de fêter mes 40 ans, c'est qu'on est dans le mauvais camp. Là, ça m'a rassuré un peu. Comme disait Mao Tse-tung, il est normal que l'adversaire nous attaque. S'il ne le faisait pas, c'est qu'on n'a peut-être pas été très clair dans son message. Je crois que j'ai été clair. Je devais participer normalement samedi prochain, le 22 avril, à Paris, à un colloque contre le wokisme organisé par le groupe ID, le groupe Identité et Démocratie, qui est en fait le groupe parlementaire souverainiste au Parlement européen, auprès de qui j'avais déjà donné une conférence en janvier à Bruxelles. Cette conférence avait rencontré un certain écho, les gens qui m'avaient invité avaient apprécié ce que j'étais venu leur dire et c'est assez naturellement qu'ils se sont tournés à nouveau vers moi pour m'inviter. Évidemment, quand on attaque le wokisme se défend. Or, en France, parmi les médias institutionnels, les médias de grand chemin, il y en a un, c'est un quotidien d'envergure nationale, en dépit de ses petits tirages toujours décroissants, c'est Libération. Il s'agit d'une manœuvre politique en fait pour faire pression sur ce groupe ID, sur ces organisateurs, en leur laissant entendre qu'ils avaient invité en ma personne quelqu'un d'excessivement sulfureux, de problématique, comme on dit aujourd'hui chez les woke. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis, et de plus en plus souvent sous nos latitudes aussi, la cancel culture. Quand quelque chose nous déplaît, on essaye de faire l'interdire. Quand on a un pouvoir direct, comme une institution, un État, une entreprise importante, on peut exercer ce pouvoir. Quand c'est un pouvoir indirect, comme les médias, puisque ces médias-là, contrairement à l'idéal des grands journalistes d'antan, ne sont plus des contre-pouvoirs, mais des substituts du pouvoir politique et économique, quand on est dans ce cas-là, on ne peut pas faire interdire directement, on ne peut pas censurer directement, mais on peut pousser à la censure, on peut faire pression sur les organisateurs pour désinviter quelqu'un au moyen d'un chantage médiatique qui s'apparente à une forme de terreur idéologique. Il est regrettable qu'un colloque qui se fondait sur la critique de cette cancel culture cède à la cancel culture en désinvitant quelqu'un venu pour critiquer le principe même de désinvitation. Vous voyez, c'est un truc qui se mord la queue. Je ne me suis pas récrié, je ne suis pas entré en conflit avec les organisateurs, je comprends leurs raisons. Je ne souhaitais pas que ce mini-scandale nuise ou porte ombrage au colloque. Le but, c'est que le message anti-woke soit porté. Et même si c'est sans moi, ce sera par d'autres. Et j'espère que j'ai toute confiance dans les orateurs qui vont s'exprimer. Si dans toute ma vie, j'avais tenu ne serait-ce qu'un seul propos de nature antisémite, raciste, xénophobe, homophobe, ou que ce soit par oral ou par écrit, ça n'aurait pas échappé à leur vigilance. Tout ce que j'ai écrit est très facilement disponible, que ce soit sur papier, sur Internet. Si j'avais dit quelque chose de litigieux, que ce soit par rapport à la loi ou tout simplement par rapport à une certaine morale ordinaire, on me l'aurait reproché et ça ressortirait au fil d'articles. Et les articles à m'attaquer ont été nombreux. Celui-ci n'est un petit peu que la pointe de l'iceberg, mais aucun n'a jamais réussi à citer quoi que ce soit, par exemple, d'antisémite. C'est pas forcément que je sois terrifié par cette vigilance inquisitoriale, c'est juste que j'ai pas envie d'assumer des idées qui ne sont pas les miennes. C'est déjà assez difficile d'assumer celles qui sont les miennes et qui parfois ne passent pas auprès de ces mêmes personnes. On dit à un moment que dans mon parcours, je grenouille dans les milieux de la nouvelle droite. C'est très drôle, je m'imagine bien en train de faire le crawl dans un bénitier, quoi. Parce que de la part de gens qui sont de véritables jésuites de la pensée, utiliser grenouiller pour parler de leurs opposants, ils sont mis à 3 là-dessus. C'est un article écrit par 3 journalistes. Alors dis donc, je pense qu'ils fantasment beaucoup sur certains modèles de surveillance policière comme la Stasi, mais moi qui connais un petit peu le sujet de l'histoire du socialisme, la Stasi était quand même autrement efficace, quoi. Il y a la même dégueulasserie morale, mais sans la performance policière qui suit. Donc voilà, c'est pas pour rien que c'est sous subvention publique que ça marche pas autrement. Quelle
est le lectorat résiduel de Libération. Je suis allé par curiosité et avec une certaine inquiétude sur Twitter pour voir les réactions sur le tweet. Certes, oui, il y avait quelques insultes, quelques menaces physiques. Bon, ça c'est normal, hein, ça fait partie du jeu, mais c'était très minoritaire. Je ne dirais pas que la plupart des commentaires prenaient nécessairement ma défense, mais ils critiquaient non pas mon discours, dont on de toute façon ne savait rien, mais le contenu de l'article et ses méthodes. Il y a aussi un problème déontologique, ce sont des méthodes de caniveau. Il parle beaucoup d'extrême droite. Ça tombe bien, moi je la connais un petit peu, c'est-à-dire on a lu, pour savoir ce qu'est l'extrême droite, on a dû lire à peu près les mêmes journaux. Eh bien, quand je lis ce type d'article de Libération aujourd'hui, moi ça me rappelle Rivarol, par exemple, un journal je ne crois pas que ce soit abusif de les qualifier d'extrême droite, qui existe toujours, et avec lequel j'ai beaucoup de peine, indépendamment, après ils ont les idées qu'ils veulent, hein, c'est les regarde, moi je suis pas là pour fliquer, mais j'ai de la peine avec les méthodes. Quand on attaque les gens sur leur vie privée, sur leur physique, avec des textes fielleux, avec cette espèce de ricanement à la Rebattet, enfin j'ai beaucoup de peine avec ça. Que ça vienne de la gauche ou de la prétendue gauche comme Libération ou de l'extrême droite, le problème est le même, quoi. Je ne demande pas forcément à ce qu'on soit d'accord avec moi, chacun a ses opinions, mais qu'on voit que la méthode journalistique est puante, dégueulasse et ne répond à aucune déontologie ni à la moindre éthique minimale, sans parler de la loi qui est violé sur tel ou tel point, ça suffit déjà à décrédibiliser. La meilleure défense contre l'article, c'est sa lecture. C'est sa lecture lui-même, ça suffit. Là, je fais du bonus. L'article se décrédibilise par la manière même dont il est rédigé, quoi. Alors ça, c'est le point le plus litigieux, parce que je suis habitué à me faire insulter. C'est désagréable, ça ne devrait pas arriver, mais disons, ça fait partie du jeu. On ne peut pas espérer mener la guerre des idées en étant de l'opposition, tout en ayant les faveurs des courroies de transmission du pouvoir dont fait partie Libération. Ça, c'est profondément injuste, hein, mais disons, il faut être froidement réaliste. Néanmoins, il y a quand même des limites et on a fait beaucoup le dos rond pendant des années. On a accepté pour ne pas faire de vagues, pour ne pas perdre de temps, parce qu'on n'a pas aussi beaucoup de temps pour ces basses polémiques, de laisser passer un certain nombre d'insultes, de calomnies, de diffamations et parfois même de mensonges. Mais là, c'est un élément qui entre en violation avec toutes les lois qui existent sur la vie privée, obtenant des informations vraisemblablement par une fuite dans mes proches. Les journalistes de Libération ont révélé une information sur un épisode de mon état de santé, rien de très grave, encore que la phrase puisse laisser paraître que c'est grave, donc je vais la lire pour pouvoir l'expliciter. En fin d'article, après avoir dit à quel point j'étais méchant, malveillant, dangereux et nauséabond, ils n'ont pas mis le mot nauséabond, mais il était en filigrane, on lit la chose suivante. L'argument financier n'y serait pas pour rien dans mon rapprochement avec ce colloque et avec le groupe ID. Après un internement en asile psychiatrique, l'épée aurait activé ses réseaux néo-droitiers, ce qu'on appelle néo-droitier, c'est tout ce qui est autour de la revue Éléments et Crisis que je dirige, pour rechercher des partenariats rémunérés. Il y a une année environ, j'ai été effectivement, j'ai fait un petit séjour de quelques jours dans un établissement psychiatrique en Suisse, pour des raisons, alors n'ayant rien à voir avec mes combats politiques, parce que là j'ai plutôt le cuir solide, il n'y a pas de risque, mais pour des raisons d'ordre personnel, disons, je ne vais pas entrer dans les détails, puisque c'est pas pour rien que je n'en ai pas parlé, mais disons que c'était une époque où j'avais une vie privée, sentimentale et sexuelle un peu compliquée. Ce sont des choses qui arrivent. Je suis parti après quelques jours sans aucune médication, sans aucun effet secondaire. Ma santé va très bien. J'ai eu un coup de mou, on va dire. C'est la seule fois où ça m'est arrivé. C'est très embarrassant. Le fait de le dévoiler dans la presse, il y a des gens très proches de moi qui ne le savaient pas et à qui j'ai dû le dire pour être complètement honnête et transparent. C'est d'autant plus embêtant dans le cadre de la recherche professionnelle dans laquelle je suis actuellement. Puis c'est quelque chose que j'assume assez difficilement parce que c'est pas très drôle d'être interné puis d'aller à l'hôpital. Donc j'en ai parlé qu'à quelques proches. La psychiatrisation des opposants. Alors on m'a pas mis pour cela dans un hôpital psychiatrique, mais on a utilisé l'argument de l'hôpital pour décrédibiliser mon discours. C'est ce que faisait aussi d'ailleurs, disons, l'URSS dans ses plus
mauvaises années, c'est-à-dire je fais référence aux années Brejnev, on dit bah voilà, Staline mettait les gens au goulag, c'était déjà pas très cool, Brejnev les mettait en hôpital psychiatrique et c'était pas forcément mieux. Alors quant au traitement, je ne sais pas exactement, mais c'était une manière de les attaquer deux fois, en les emprisonnant physiquement et en les délégitimant au niveau du discours. Parce que le dissident pouvait éventuellement devenir un héros, un martyr, en disant bah voilà, il a été emprisonné pour ses idées, c'est peut-être qu'il a raison. Le fou dans un hôpital psychiatrique, on va juste dire ouais, il avait des idées bizarres, mais en fait c'est parce qu'il était fou. On peut pas brandir ça comme un étendard politique. Et je trouve par ailleurs que pour des gens qui défendent le wokisme, c'est quand même un petit peu puant, parce que dans le wokisme, ils sont pas sans ignorer, nos trois journalistes, il y a une sous-catégorie à côté du racisme, du sexisme, etc., qui s'appelle le validisme. Et le validisme, c'est la discrimination qui porte sur les gens qui sont notamment handicapés ou qui ont des problèmes de santé et qui sont discriminés du fait de ces problèmes de santé. Alors Dieu merci, moi c'est une chose pas très grave et qui est passée aussi vite qu'elle est venue. Néanmoins, le rappeler à un moment où j'ai besoin plutôt d'avoir la confiance d'employeurs potentiels, eh ben, j'appelle ça de la discrimination basée sur mon état de santé. Vous avez compris que j'ironise un petit peu puis que je ne suis pas en train de chouiner et que je ne vais pas répondre à la victimisation par la victimisation. Néanmoins, au grand tribunal woke d'Evergreen ou de Paris, je n'hésiterai pas à faire valoir cette intense et perturbante discrimination qui m'a fait sortir de force de mon petit safe space. Ouais. On a envie de faire régner un nouvel ordre moral très, très puritain, très vigilant. Et je fais partie de ceux, on est nombreux, je suis loin d'être le seul, de ceux qui depuis plusieurs années ont décidé d'entrer en guerre ouverte contre cet ordre woke. Fondamentalement, c'est parce que je suis attaché aux libertés. Parmi ces libertés, il y en a une qui m'est chère en tant qu'auteur, c'est la liberté d'expression, et c'est une des premières qui est touchée à travers la censure. Je vous rappelle qu'il s'agit quand même de purger les bibliothèques, notamment les bibliothèques scolaires. Récemment, on a vu encore avec la réécriture en anglais des ouvrages de Roald Dahl, qui écrit beaucoup pour les enfants, toujours sous prétexte de politiquement correct, les films qui sont virés des plateformes de vidéo à la demande, ou alors qui sont accompagnés de sous-textes et d'explications pédagogiques. Ça va jusqu'à la censure, à la désinvitation. C'est d'ailleurs le paradoxe. Je suis en train de dénoncer la censure et on me dit non, le wokisme n'existe pas. Et maintenant, arrêtez de le dire, sinon on vous censure. donc il y a ça. Et ensuite, il y a mon côté aussi plus politique et plus suisse qui intervient là-dessus, c'est que je place tout ça dans un cadre plus large qui est celui de la culture démocratique. Et ce que l'article de Libération ne mentionne pas, c'est que le fond de mon combat dans les idées politiques, c'est la défense de la démocratie directe. Et la manière dont je fais la promotion depuis des années auprès d'un public majoritairement français de cette démocratie directe, ça a très bien fonctionné notamment pendant les 2 années des Gilets jaunes. C'est là où j'ai donné le plus grand nombre de conférences sur la démocratie directe, à chaque fois, à l'invitation de Gilets jaunes, qui rêvant peut-être d'une situation insurrectionnelle, disaient qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant, puisque parmi les nombreuses revendications qu'ils avaient, il y avait quand même une critique, une contestation de la verticale du pouvoir macronien, qui est consubstantielle à la Ve République. Alors, je continue de défendre la démocratie directe, mais je pense que c'est plus qu'une institution politique, que c'est un état d'esprit, ce que les Grecs avaient bien compris d'ailleurs, et cet état d'esprit, ce rapport à la démocratie, eh bien, c'est aussi la culture du débat, la tolérance, la liberté d'expression, puis la rationalité qui est le cœur de la philosophie qu'on étudie dans les facs, mais qui est aussi le cœur de la discussion des gens ordinaires quand ils réfléchissent. Socrate parlait sur l'agora, nous on parle au bistrot, quel que soit notre niveau d'études et autres, on est capable normalement, tant qu'on ne s'est pas encore fait assez lessiver le cerveau par les médias et l'école obligatoire, d'avoir une conversation, d'argumenter, et si possible de ne pas se fâcher, de rester courtois. C'est une forme de vivre ensemble, c'est une forme de fair play auquel je tiens beaucoup. On voit que le wokisme est allergique à ça, parce que le principe même de rationalité est vu non pas comme quelque chose d'universel qui nous égaliserait tous dans le débat, mais comme un produit culturel connoté. En gros, la raison, construction blanche, occidentale, carno-phallogocentrée, leucoderme babylonienne, voilà. Et donc ce serait valable que pour nous. Les woke refusent de débattre, parce que la raison est excluante pour eux. Si elle est excluante pour eux, c'est pas du tout à cause de leurs origines. Elle est excluante pour eux parce que l'intelligence est excluante pour les imbéciles. Et puis parce que quand vous n'avez pas de quoi argumenter, il est plus simple d'essayer d'occuper une position de pouvoir pour dire stop.
On arrête de discuter, maintenant c'est nous qui donnons le là. C'est ce que veut faire Libération et c'est parce que je refuse cette situation que je préfère m'exprimer par d'autres canaux, en sachant que maintenant, avec le déclin des médias traditionnels qui sont de toute façon sous dialyse étatique permanente, on a une chance avec Internet, que ce soit YouTube, les réseaux sociaux ou autres, de rétablir un peu la vérité en disant quand on nous donne la parole, en général on s'en sort bien parce que nous on n'a pas peur de la confrontation. On est habitué à ça. On est habitué à la confrontation comme on est habitué au coup de bâton parce que de toute façon, étant dans l'opposition, quand on a quelque chose à dire, on nous fera aucun cadeau. Donc on s'entraîne. C'est exactement comme pour le sport. Si vous faites du sport tout le temps parce que vous avez l'habitude de courir, parce qu'on vous court après par exemple, ou que vous devez vous battre, l'entraînement finit par payer. Si vous restez tout le temps dans un fauteuil, le jour où il faut se lever et courir, vous courez moins vite. Et c'est exactement ce qui arrive aux représentants des médias du système. Ils ont l'habitude de pérorer, de parler dans une position verticale et magistrale sans qu'on leur réponde. Et quand ils ont quelque chose à dire sur les plateaux télé amis, on les reçoit avec le tapis rouge face à d'autres journalistes complaisants qui leur déroulent leur discours. Et ils ne sont pas habitués à la confrontation. L'enjeu du combat anti-woke, c'est de ramener ces gens, j'allais dire par la manche, mais non, ils sont tellement hauts, par le canon du pantalon, de les ramener sur la glèbe, sur la terre ferme, et non pas de leur mettre une trempe, même quand parfois on aurait bien envie, mais simplement d'ouvrir le dialogue, de les forcer à débattre sur un plan horizontal. Et là, on verra vraiment qui a des arguments à faire valoir, de quel côté est la raison et le bon sens, et de quel côté sont des arguments que par antiphrase on appelle des arguments d'autorité, c'est-à-dire des choses, c'est comme ça, c'est comme ça. Le discours de Libération, même s'il se part d'une certaine ironie pénible, c'est un discours d'autorité. Ils ironisent beaucoup sur l'expression « on ne peut plus rien dire ». Quand on se plaint qu'on ne peut plus rien dire, eux, ça les fait marrer parce qu'ils ont l'impression qu'on peut tout dire. Oui, à leur place, à leur place qu'elle a leur, on peut tout dire. Ils ne comprennent même pas que le but de leur article, but atteint, c'est qu'on ne puisse plus rien dire. En tout cas que moi je ne puisse plus rien dire. Donc ils ont beau jeu d'ironiser du fait que je me plaigne de ça, alors que précisément c'est le but qu'ils visent et qu'ils obtiennent. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui c'est moi qui suis pris pour cible et demain ce sera d'autres personnes à qui on va chercher des poux et pour lesquelles on va imaginer évidemment les pires légendes noires. J'ai décidé de traduire en justice les auteurs de cet article. D'une part, évidemment, parce qu'il y a un point réellement litigieux qui est la violation de ma vie privée, en plus à des fins très malveillantes, mais parce qu'il y a tout le reste. Et tout le reste, c'est pas nouveau. C'est la calomnie, c'est le mensonge, c'est la volonté de nuire en exerçant sur des tiers un chantage médiatique et idéologique. Et ça, il est temps qu'on dise maintenant qu'on ne va plus supporter ça, parce qu'on a vraiment l'impression que tous les coups sont permis contre les opposants au régime, tous les coups sont permis contre les dissidents. On se dispense de la morale la plus élémentaire en nous déshumanisant. Il y a tout un processus mental de rationalisation interne qui les fait se dire sans doute « oui, mais eux c'est possible, eux on a le droit parce qu'ils ne sont pas vraiment humains ». Ils sont pas vraiment humains. On peut y aller à fond, c'est pas pareil. Et ben voilà, là de nouveau, on retrouve la dérive vers une pente totalitaire. Ce n'est pas pour rien que la plupart des régimes totalitaires, dans leur propagande, ont déshumanisé les ennemis en les présentant comme des rats ou autres. On n'en est pas encore tout à fait là, mais le fait qu'il y ait à ce point-là deux poids, deux mesures, et qu'on ne mette plus aucun gant quand il s'agit de taper sur un dissident, parce que ces gens-là ne sont pas vraiment humains, et de toute façon, ils vont pas se défendre parce que le régime ne les soutient pas et nous soutient nous, c'est ce qu'ils se disent dans les grandes rédactions. Eh bien, c'est vrai, le régime ne va pas nous défendre. On aura toujours tort face au gouvernement Macron, face à la haute administration et face au capital avec lesquels il travaille étroitement. Néanmoins, on va se défendre par nos moyens d'expression, par nos médias. Si vous considérez qu'on a raison à présent de se défendre, en précisant que moi je le fais parce que je suis attaqué aujourd'hui, demain ce sera d'autres, demain ce sera vous peut-être, et j'espère que vous trouverez du soutien comme j'en trouve et que en tout cas moi je serai prêt à vous soutenir avec les moyens qui sont les miens, et je vous incite notamment à vous procurer le dernier numéro de la revue Éléments qui, bien avant qu'on parle de wokisme en France, avait engagé ce combat. Moi j'y écris depuis 10 ans, la revue va fêter cette année ses 50 ans, eh bien ça fait longtemps qu'on se bat. Alors à l'époque on appelait ça se battre contre le politiquement correct par exemple, mais en tout cas à chaque fois contre la censure, pour la liberté d'expression, pour la tolérance, pour un rapport démocratique au débat d'idées. Ce sont les idées que je continuerai de défendre contre tous les fascismes, même quand ils se prétendent antifascisme, même et surtout quand ils prennent la forme d'une contamination atlantiste qu'on appelle aujourd'hui le phénomène woke. Donc lisez Éléments, lisez la revue Crisis que j'ai le bonheur de diriger et dont le prochain
numéro qui est sorti il y a quelques jours porte sur la déconstruction, ce qui est à peu près le mot français pour dire woke. Il en est beaucoup question d'ailleurs dans ce numéro, avec des interlocuteurs tout à fait prestigieux, ainsi que tous les petits médias que je ne vais pas citer ici, mais que vous connaissez, ou que peut-être moi je ne connais pas, mais que vous me ferez connaître, et qui ont décidé de mener ce combat pour que l'impunité de la terreur médiatique woke cesse et que tous ensemble, nous puissions leur tenir tête, que ce soit devant les tribunaux, sur Internet ou demain sur la place publique.